Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Zoom. Alors, est-ce que l'OMS veut votre bien? Nous allons en parler dans un instant avec notre invité Jean-Frédéric Poisson. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Frédéric Poisson, vous êtes le président de VIA, le Parti chrétien démocrate, et vous publiez ce livret OMS, l'overdose, pour que la France s'en sorte. Faut-il en sortir? À retrouver comme d'habitude sur la boutique de TV Liberté. Alors, après la pandémie de Covid-19, Jean-Frédéric Poisson, l'OMS s'est engagé dans la négociation d'un nouveau traité sur les pandémies et dans la rédaction d'un nouveau règlement sanitaire international. Ces textes encore en cours de négociation donneraient beaucoup plus de pouvoir et de moyens à l'OMS en période de pandémie. Pourquoi vous voyez tout cela d'un mauvais œil, Jean-Frédéric Poisson? L'OMS a été fondée juste après la guerre, avec l'Organisation des Nations Unies, c'en est d'ailleurs une espèce d'excroissance, avec un très beau projet qui consistait à se donner les moyens d'améliorer le niveau moyen de santé publique dans un certain nombre de pays qui étaient en voie de développement, disait-on de manière pudique à l'époque, et qui ne bénéficiaient pas des dernières avancées ou des progrès de la médecine autant que les pays occidentaux. Donc c'est une belle idée, elle est généreuse, malheureusement. Pour aller très vite, elle s'est assez rapidement portée sur des politiques de contrôle de la population. Elle a assez rapidement adopté le logiciel néolibéral, dirait-on aujourd'hui. Contrôle de la population, de la démographie, vous voulez dire. La démographie, ouais, absolument. Ouais. Oui, pardon. Contrôle de l'évolution démographique. Avec cette idée très libérale que quand les évolutions démographiques, l'augmentation de la population est trop importante, il ne peut pas y avoir de développement économique. Ce qui est très discutable, mais en tout cas, c'était le malthusianisme. Le malthusianisme, exactement, qui a été adopté comme doctrine. Alors, je passe sur les différentes étapes. La crise sanitaire que nous avons tous connue il y a maintenant 5 et 6 ans a conduit l'OMS à vouloir renégocier, comme vous l'avez dit, le traité sur les pandémies, c'est-à-dire grosso modo sa constitution, et son règlement, le règlement sanitaire international, c'est-à-dire à peu près son règlement intérieur, pour dire les choses de manière simple, dans un sens qui permettrait à terme à l'OMS, à l'Organisation mondiale de la santé, d'être le seul décideur en matière de politique sanitaire publique en cas où une nouvelle pandémie arriverait et menacerait l'humanité. L'OMS prendrait le pas sur la souveraineté des nations. Oui, puisque le traité qui est en cours de négociation prévoit que, en cas de pandémie, c'est désormais l'OMS qui pourrait imposer à tous les États membres, par la décision de son seul directeur général, des politiques publiques qui seraient applicables sans possibilité de s'en exonérer par tous les pays qui sont membres de cette organisation. Un mépris de la souveraineté des nations au profit d'acteurs privés, vous le soulignez dans votre ouvrage. C'est quoi les acteurs privés? Ce sont ceux qui participent au financement de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS est financée pour une part par les États contributeurs, à qui on prélève une part de leur produit intérieur brut. Pour la France, par exemple, ça représente un peu moins de 100 millions d'euros par an. Pour les Allemands des États-Unis, ce sont des sommes beaucoup plus importantes. Et à côté de cette contribution des États, des organisations non étatiques, donc à caractère de droit privé, peuvent également apporter leur contribution financière à cette organisation. Comme la fondation Bill Gates, la fondation de Open Society de Soros, un certain nombre d'opérateurs qui peuvent être Gavi à peu près n'importe aussi. qui. Oui, absolument. Les grands opérateurs des politiques dites philanthropiques mondiales sont la plupart du temps des contributeurs importants pour l'Organisation mondiale de la santé, avec cette différence très nette entre les deux, c'est que les États versent leur contribution et, n'en voient plus la couleur, si j'ose dire, alors que les financeurs privés peuvent flécher, comme on dit, cette contribution en disant, par exemple, M. Gates est en droit de dire à l'OMS, je vous verse X centaines de millions, puisque la Fondation Gates contribue à hauteur de... Vous en ferez ceci, mais j'ai décidé que vous en feriez cela, sinon je ne vous le donne pas. Ce déséquilibre de pouvoir place effectivement de plus en plus l'Organisation mondiale de la santé sous le contrôle d'opérateurs privés qui n'ont pas que des visées philanthropiques, pour être tout à fait clair. Monsieur Gates et sa fondation participaient activement à la campagne de vaccination massive pendant la pandémie de la Covid, pour les résultats que l'on sait, et on a même dégagé d'ailleurs des bénéfices assez conséquents. En cas de déclenchement d'une pandémie, donc l'OMS prendrait le pas sur les nations. Est-ce qu'il y aurait
des politiques différentes selon les États, ou est-ce que ça sera une globalisation de la politique, la même politique appliquée à tous? C'est très compliqué d'imaginer que l'Organisation mondiale de la santé puisse décider toute seule d'une diversité de politiques sanitaires appliquées à chacun des États. C'est là qu'on voit que le système, évidemment, dans une large mesure, est voué à l'échec. Tout le monde comprend que vous ne pouvez pas traiter de la même façon en Afrique équatoriale ou dans les pays scandinaves le même virus, parce que les conditions sanitaires, l'organisation de la santé, les compétences médicales, la puissance de l'État, les moyens, etc., tout ça est évidemment très très disparate. Donc c'est une folie de vouloir à nouveau, dans une espèce de grand machin, comme aurait dit le général de Gaulle à propos de l'ONU, imposer au monde entier des politiques qui pourraient simplement se contenter de dire il faut que les vaccinations soient obligatoires, il faut que le confinement soit obligatoire, puis d'ailleurs vous allez prendre tel vaccin, parce qu'on vous impose de prendre tel vaccin. C'est ça le danger qui nous guette, alors que même pendant la pandémie de la Covid, qui a été gérée à peu près n'importe comment, on y reviendra peut-être, oui. Au moins les États avaient-ils la latitude de se dire, nous écoutons les recommandations de l'OMS et puis on les applique comme on veut, comme on peut. C'est ce qu'avaient fait certains États, la Norvège, la Corée du Sud, certains États américains. Exactement, qui s'en sont d'ailleurs pas si mal portés à la fin du compte, en tout cas pas plus mal que nous. La différence donc, c'est que les deux, et la différence c'est que l'OMS qui est aujourd'hui, qui a été conçu comme une instance de coordination, de mutualisation des compétences et des moyens, de soutien à ceux qui en avaient besoin, ce qui est encore une fois un beau projet initialement, ne se contente plus désormais, si ce traité était adopté, d'être une instance de coordination, mais une instance de décision. Oui, d'un statut consultatif à un statut d'autorité. Exactement, auquel les États ne pourraient pas se soustraire. Alors Jean-Frédéric Poisson, vous pointez également dans ce livret une nouvelle définition des pandémies inscrite dans ce traité en cours de négociation. Quelle est cette nouvelle définition et qu'est-ce que cela changerait à l'avenir? Une pandémie, jusque-là, c'est assez clair. C'est une maladie qui touche un nombre conséquent de populations sur les territoires géographiques étendus, avec un risque de mortalité élevé. On ne parle pas de pandémie d'angine, ou en tout cas pas au sens où ça pourrait déclencher l'intervention d'instances sanitaires internationales. On a pu parler de pandémie de Covid parce qu'il y avait un risque de mortalité un peu, paraît-il élevé, enfin c'est ce que disaient en tout cas un certain nombre d'observateurs. Ce qui va changer, c'est que disparaîtrait dans la future définition l'événement, premièrement, de risque avéré de mortalité, et deuxièmement, le risque de mortalité lui-même. Autrement dit, un simple soupçon d'éventualité possible, peut-être, de quelque chose qui pourrait ressembler à une infection mondiale, pourrait déclencher les nouvelles dispositions de ce traité international et donc donner les clés des politiques sanitaires publiques dans chacun des États à l'Organisation mondiale de la santé plutôt que aux États eux-mêmes. Donc en fait, c'est une évolution qu'on constate dans beaucoup d'instances internationales. C'est pas le moment peut-être d'évoquer l'Union européenne, mais enfin, c'est comme si ce qui nous est présenté comme l'état de droit avait une espèce d'obsession, c'est-à-dire d'instaurer les concepts les plus flous, les plus vagues possibles pour que ceux qui sont aux affaires puissent s'en servir après comme ils veulent. On voit cette dérive, on la voit également dans le texte qui est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale ces jours-ci sur l'euthanasie et le suicide assisté, où nous sommes dans un certain nombre de notions qui sont absolument vagues, ce qui fait que n'importe qui peut les interpréter à peu près comme il veut. Sauf que ça nous mène tous en danger, parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire. Enfin, quand le cadre n'est pas précisément délimité, les premiers qui en souffrent, c'est ceux qui sont censés le respecter, ce cadre. Et bien là, pour l'OMS, c'est la même chose. C'est-à-dire que, dans le but de renforcer le pouvoir de cette organisation internationale, on rend les concepts plus flous pour donner de plus en plus de responsabilités à cette machine qui serait capable d'imposer une politique sanitaire mondiale, mais surtout, très probablement, des intérêts d'opérateurs privés comme le Big Pharma, qui pourraient agir ainsi sur l'ensemble de l'humanité avec la bénédiction d'une organisation internationale. L'OMS s'intéresse depuis très longtemps à la vaccination. Le nouveau traité va donner une nouvelle stratégie vaccinale dévolue à l'OMS. Quel sera le pouvoir de cette autorité en la matière? Il est total, puisque si le texte est adopté tel qu'il a été présenté l'an dernier, il est très clairement explicité que c'est l'OMS qui en est le décideur, qu'il en est le seul décideur, et que les États membres ayant abandonné leur pouvoir de décision à l'Organisation mondiale de la santé, bien, ils n'ont qu'à s'y conformer. C'est l'OMS qui décidera du bienfait d'un vaccin. Oui, absolument. Absolument. Et sera en mesure d'imposer tel ou tel type de remède ou tel type de protocole, tel ou tel type de
de politique sanitaire, de manière de contrer la pandémie qui aurait été identifiée comme telle. Et encore une fois, les États ayant de leur plein gré, puisqu'il faudra quand même une décision des États. L'OMS, en l'espèce, n'est coupable de rien. C'est comme l'Union européenne. On peut taper sur l'Union européenne. On oublie simplement, en tapant sur l'Union européenne, que ce sont les États eux-mêmes qui en renforcent quotidiennement le pouvoir en ne résistant pas, aux avancées de la Commission, par exemple. Pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est parce que les États auront accepté cette modification, l'OMS ne peut pas modifier ses traités fondamentaux, ses textes fondamentaux, toute seule. Il faut pour ça que les États membres qui font partie des instances de décision donnent leur accord pour ces modifications. C'est d'ailleurs pourquoi, l'année dernière, devant le mouvement de résistance mondial qui a été enclenché contre les modifications de ce traité dont nous sommes en train de parler, c'est pour ça que il aurait dû, ces modifications que nous évoquons aujourd'hui, auraient dû être adoptées il y a 1 an, elles ne l'ont pas été parce que beaucoup d'États du monde entier ont résisté et ont fait part de l'opposition à ces modifications. En fait, instaurer l'OMS comme seul décideur veut dire, par définition, que si c'est le seul, comme dit la Palisse, il n'y en a pas d'autres. Et s'il n'y en a pas d'autres, les États sont obligés de se conformer à ces décisions. La fondation de Bill Gates est la première entité privée à financer l'OMS. C'est le premier contributeur au total, en tout. On avait entendu Bill Gates il y a quelques années lier la dépopulation à la vaccination. Qu'est-ce qu'il a voulu entendre dire par là? Parce qu'on a entendu beaucoup de personnes nous dire mais c'est du complotisme de relayer tout cela, mais vacciner les gens, ça conduirait à la dépopulation. Il disait de bons vaccins conduiront à une dépopulation. Vous parlez dans votre ouvrage, vous dites davantage de substances nocives seront donc administrées aux gens du monde entier. On peut pas faire c'est assez mystérieux cette déclaration de Bill Gates parce que ça a l'air antinomique ou une sorte de paradoxe. Néanmoins, quand on voit petit à petit la lumière qui est faite sur le contenu des vaccins qui ont été administrés aux populations du monde entier pendant la crise de la Covid, on voit bien que ces affaires d'ARN messager sont tout sauf innocentes. On parle de tas de saloperies qui ont été mises dans ces produits pour des effets secondaires que personne ne maîtrise sur le long terme, ce qui est d'ailleurs un problème qui est en train d'émerger dans le monde un peu partout. Il y a toujours derrière, dans l'esprit de ces gens, cette idée que décidément il y a trop d'êtres humains sur Terre. Et que d'une manière ou d'une autre, par tous les moyens, il faut se débrouiller pour que le nombre diminue. Comment la vaccination peut-elle être un moyen de faire diminuer cette population ? J'avoue que c'est assez mystérieux. C'est peut-être cette idée que le développement de la santé publique produit des effets de diminution de la démographie sauvage, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on constate partout dans le monde que d'ailleurs, le ralentissement de la croissance démographique mondiale est acté maintenant partout, y compris dans des continents qui étaient autrefois très, très dynamiques dans cette matière, l'Afrique et l'Asie particulièrement, où l'on voit que le taux de fécondité, ou l'indice synthétique de fécondité, qu'on appelle donc le nombre d'enfants par femme, pour être précis, est en train de diminuer dans tous les pays du monde, sous l'effet, pensent un certain nombre de personnes, simplement du développement économique et de l'accès des populations à une santé plus efficace et plus... Bon. Donc je pense que c'est une des logiques que Bill Gates a en tête et que ça fait partie des instruments du développement économique permettant une stabilisation de la croissance démographique et au-delà, donc une diminution peut-être pas de la population, un ralentissement en tout cas de sa croissance et donc une installation plus solide du développement pour tous. Un des paragraphes de ce nouveau traité sur les pandémies concerne la stratégie numérique avec le partage d'informations. Qui sera chargé de gérer tout cela ? Alors, l'Organisation mondiale de la santé elle-même, qui va certainement recourir à des prestataires. Exactement. Pour cela, parce que je ne pense pas que dans les effectifs de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui, il y ait les compétences pour faire tout ça. On parle là de milliards de personnes et de je ne sais pas combien de milliards d'informations, enfin de milliers de milliards d'informations pour chacun d'entre nous. Qui est le mieux à même de se charger de cette mission? Par exemple, Microsoft, qui est déjà l'entreprise à laquelle le président de la République actuelle et sa majorité ont confié il y a maintenant 6 ans la gestion de nos données personnelles de santé, puisqu'aujourd'hui c'est Microsoft qui gère nos données individuelles de santé. Une entreprise qui n'est ni française ni européenne. Absolument, qui ne paye pas d'impôts en France ou si peu et qui, n'offre pas toutes les garanties de protection des données individuelles, ainsi que vous pouvez certainement vous en douter. Mais c'est certainement un opérateur privé de même nature qui sera chargé de ça. Et encore une fois, en cas de pandémie, le projet de nouveau traité dit très clairement que obligation est faite aux États membres de mettre en partage toutes les données épidémiologiques, toutes les données statistiques, toutes les données scientifiques,
pour que, précisément, l'OMS puisse consolider tout ça et, putativement en tout cas, déterminer des politiques sanitaires globales plus pertinentes. Ça passe effectivement par la communication par les États, de choses qui sont aujourd'hui pas nécessairement en partage. Certains éléments le sont, évidemment, les choses qui concernent la recherche médicale, les médicaments, les protocoles, etc. Tout ça est partagé, mais il n'y a pas besoin de l'OMS pour ça. En revanche, d'autres choses qui peuvent toucher à nos données individuelles personnelles, oui, seront certainement mises en partage. Et encore une fois, le traité est très clair, les États ne peuvent pas se soustraire à cette obligation. Je le disais en introduction, ce nouveau traité sur les pandémies donnera plus de pouvoir et de moyens à l'OMS, donc plus de moyens. Qui va financer tout cela? Comment? Comme d'habitude, ça, y a pas le traité ne dit pas, ne prévoit pas, parce que ça n'est pas son rôle, ni le règlement sanitaire ne prévoit pas de modification sur la structure du financement. Les États restent contributeurs à hauteur de leur produit intérieur brut et les opérateurs privés peuvent financer comme ils le souhaitent. Ils n'y sont pas tenus, mais exiger en échange de leur financement que des politiques sanitaires précises soient conduites en fonction de leur propre volonté. Ça ne change pas. Mais l'OMS pourra donc décider de déclarer une urgence sanitaire mondiale on va prendre un exemple sans l'aval des nations, et puis engager des dépenses sans l'aval des nations non plus. On va prendre un exemple concret. Il y a eu une centaine de cas de la variole dite du singe, je crois, au Japon, il y a 2 ans. Et nous avons été un certain nombre à nous dire, ça y est, ils sont en train de nous refaire le coup, donc méfiance, on regarde ce qui se passe. 100 cas de variole du singe sur un pays ne constituent pas, dans la définition actuelle de la pandémie, un risque de pandémie. Dans la future définition, à partir du moment où vous avez, comme je le disais tout à l'heure, un risque éventuel de contagion avec un risque de mortalité élevé, alors, face à ce risque, l'OMS pourrait déclencher, admettons qu'il y ait nouveau 100 cas de variole du singe au Japon l'an prochain, l'OMS pourrait dire nous sommes en situation de pandémie, donc à partir d'aujourd'hui, moi l'OMS, je décide qu'il y a une pandémie. Qui décide qu'on est en situation de pandémie? Réponse, je le répète, le directeur général de l'OMS et lui seul. Et lui seul, même pas le conseil d'administration, même pas le bureau, lui seul. Tedros Ghebreyesus. Voilà. Et à partir de là, il dit, puisque nous avons 100 cas de variole du singe au Japon et que nous considérons que nous sommes en situation de pandémie au sens d'un risque, alors dès aujourd'hui, moi, OMS, je dis à tous les États membres, voilà ce que vous devez faire. Vous devez obligatoirement vacciner toutes vos populations contre la variole du singe avec ce vaccin, et je vous indique que c'est ce vaccin, et lui tout seul. Et par miracle, on va peut-être se rendre compte, je voudrais pas être mauvaise langue ni faire des procès d'intention, mais on va peut-être se rendre compte que des gens qui sont des contributeurs privés, dont on parlait tout à l'heure, dont les liens avec Big Pharma sont avérés maintenant, puisque Bill Gates est lui-même actionnaire d'un certain nombre de choses comme ça, eh bien vont venir, très opportunément, fournir aux pays du monde entier le vaccin qu'il faudra, qui aura été indiqué par l'OMS pour vacciner la Terre entière. Voilà comment ça se passera à l'avenir, alors que pour le moment, la France peut dire, écoutez, la variole du singe, c'est au Japon, il y a 100 cas, on va observer, on se met en vigilance, on demande aux organismes sanitaires d'opérer la veille sanitaire et médicale qu'il faut. C'est pas à nous de financer. Si le risque s'approche, eh bien on prendra des dispositions pour notre population. Après, le financement des opérations de vaccins, c'est à la charge des États, c'est pas à la charge de l'OMS. L'OMS est une autorité qui décide, mais ne paye pas. C'est comme souvent le cas d'ailleurs, si c'est une forme d'irresponsabilité. Ce nouveau traité sur les pandémies avait été retoqué en juin 2024, mais son adoption devrait intervenir à la fin de ce mois de mai, lors de la prochaine Assemblée mondiale de la santé. Les parties prenantes auront 18 mois pour mener leur processus démocratique interne. Quelle est la position de la France? C'est bien malin qui peut le savoir, puisque merci de me permettre sur votre antenne d'évoquer ce sujet. Vous n'avez pas constaté que on en parle beaucoup. Pourtant, ce sont des enjeux qui sont absolument majeurs pour notre politique de santé publique, et puis on y viendra sans doute, y compris pour la relation que nous entretenons avec nos propres médecins traitants, et pour la liberté de prescrire des médecins auxquels nous faisons confiance. À ma connaissance, le gouvernement français n'a pas donné de position officielle. Qui ne dit mot consent, je serais sur le point de dire, donc je suis persuadé, je n'ai pas entendu en tout cas que parmi les résistances qui ont été manifestées au moment de l'Assemblée générale l'année dernière, la France ait pris une forme de leadership particulier ou d'opposition particulière. Les oppositions sont venues plutôt de pays de l'hémisphère sud, du Japon et d'un certain nombre de pays comme ça qui ont bloqué l'adoption de ce traité, malgré un très très fort, une très très forte dynamique favorable à l'adoption de la part des États-Unis, qui
maintenant vont changer de pied, puisque vous avez entendu comme moi que les États-Unis puis l'Argentine ont quitté l'Organisation mondiale de la santé au début de l'année, initiant, je pense, un mouvement non pas de départ massif, mais en tout cas de très grande méfiance à l'égard de cette institution, ce qui fait que le texte qui est soumis à l'Assemblée générale cette année est moins offensif, je parle du traité, que celui de l'année dernière. Donc la résistance semble quand même avoir produit des effets, mais attendons le vote. Il était également question d'une réforme du règlement sanitaire international, on le disait en introduction. Des amendements ont été adoptés en mai 2024 lors de la 77e Assemblée mondiale de la santé. Les États membres pourront soumettre une note formelle de rejet à l'OMS jusqu'au 19 juillet prochain. Si cette occasion n'est pas saisie, toutes les modifications, ces amendements entreront en vigueur le 19 septembre suivant. Pareil, même question, quelle est la position de la France sur cette réforme du règlement sanitaire international ? Pas de position officielle, à ma connaissance. C'est la raison pour laquelle, sur le fondement des résultats de l'Assemblée générale qui se tiendra du 24 à partir du 24 mai ces jours-ci, à Genève, on verra quelles sont ses conclusions, et sur cette base, je saisirai avec quelques-uns de nos amis les autorités françaises pour leur demander quelle est leur position, mais à ma connaissance, elles n'ont pas fait connaître officiellement de position particulière sur ces deux textes. Vous avez interviewé dans ce petit livret, Jean-Frédéric Poisson, plusieurs médecins, notamment le professeur Hennequin. Dans mon souvenir, je n'ai pas pris note de son nom, mais je crois qu'il y a un Laurent Hennequin, oui, absolument. C'est un médecin. Que pense le corps médical de ce nouveau traité en négociation ? Le corps médical dans son ensemble, je n'en sais rien. Je crois qu'il n'est pas très informé de ça. Ouais. Premier élément. Deuxième élément, les médecins qui le sont voient bien quel type de dérive il peut y avoir, puisque par définition, si une organisation particulière impose des protocoles, des médicaments, quels qu'ils soient, vaccins ou autre chose, enfin des produits de traitement, par définition, c'est la liberté de prescrire des médecins elles-mêmes qui est en cause, puisque, on l'a vu d'ailleurs au moment de la crise Covid, combien d'entre eux ont été inquiétés pour avoir simplement dressé des ordonnances, on se rappelle des débats sur l'azithromycine, l'ivermectine, le zinc, la vitamine D, etc. Enfin, il y a des tas d'ordonnances qui ont proliféré partout, d'ailleurs les patients s'en sont pas moins bien portés, à ma connaissance en tout cas. Ils ont été très durement sanctionnés par des conseils de l'ordre dans beaucoup de cas, certains même suspendus ou radiés, de manière absolument scandaleuse. Et donc on voit bien que cette pandémie a été l'occasion d'une espèce d'effet de balancier, c'est-à-dire que d'un côté, on a accru l'autorité des pouvoirs publics en matière de prescription médicale, droit qui était réservé jusqu'ici l'indépendance du médecin, à l'interface entre le médecin et son patient, et on a réduit cette liberté dans cet espace pour augmenter le pouvoir d'intrusion des pouvoirs publics dans cette relation entre le médecin et le patient. C'est un mouvement qui est accentué par cette réforme des textes fondateurs de l'Organisation mondiale de la santé. Ce se fait au détriment de nos populations, enfin à notre détriment à tous. On a un peu l'impression d'avoir une sorte d'amnésie quand on reparle de la gestion gouvernementale du Covid-19. Qu'est-ce que on peut en penser aujourd'hui ? On peut en penser aujourd'hui que, comme dans quelques autres cas célèbres dans l'histoire, ceux qu'on a accusés d'être des complotistes il y a 5 ans, en fait, ont raison. Quand je vois les conclusions des commissions d'enquête du Parlement australien, du Congrès des États-Unis, des éléments qui petit à petit sortent des analyses en Autriche, un peu partout. Il y a beaucoup de pays dans lesquels les gens commencent à prendre la parole, y compris des cadres d'ailleurs des entreprises pharmaceutiques qui étaient concernées par la fourniture des vaccins, qui décrivent la manière dont la fabrication, la mise sur le marché de ces vaccins se sont produites. Très clairement, ceux qui considéraient que ces vaccins n'étaient pas efficaces, maintenant on le sait, qu'ils ont été déclarés et distribués n'importe comment en dépit du bon sens et de tous les protocoles, de toutes les précautions qu'on prend d'habitude avant de lancer dans la nature ce genre de produit. Tout cela a été ignoré. Et on voit très bien aujourd'hui que les effets secondaires se multiplient et il y aura des procédures judiciaires de plus en plus nombreuses. C'est-à-dire que les craintes qui étaient, les objections, les craintes, les questions qui étaient posées il y a quelques années, comme par exemple des gens comme moi, mais je n'ai pas été le seul. On n'a pas été très nombreux, mais enfin, tout ça arrive maintenant comme une évidence dans le débat. Donc, ceux qui prônaient une diversité de traitements, de prescriptions, la liberté de faire en fonction de leur conscience aussi, ce qu'on demande toutefois quand même aux médecins,
Tout cela avait raison. Les pouvoirs publics nous ont menti. On peut reprocher, Jean-Frédéric Poisson, d'ailleurs, aujourd'hui à l'exécutif d'avoir confiné la population française. L'exécutif nous répondra, mais à l'époque, nous ne savions pas. Je pense que que l'exécutif ait été pris par surprise et que sur le premier confinement, ils aient été un peu désemparés, ça je peux l'admettre. Parce que devant une chose d'une telle ampleur qui est ignorée, d'une certaine manière sans précédent, on ne sait pas très bien quoi faire, donc on prend ceinture et bretelles et puis bon, très bien. Ça peut s'entendre, mais pas par la suite. Le problème de l'exécutif, c'est pas d'avoir confiné parce qu'il savait pas quoi faire d'autre. Pardon. Sous d'ailleurs la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé qui avait invité les États à confiner leur population largement, tout en n'étant pas très certain que ça marcherait complètement. Mais enfin, il y avait plus qu'une invitation de l'OMS à ce que les États confinent les populations. Ensuite, vous ne pouvez pas, quand vous êtes les pouvoirs publics, dire que les masques ne servent à rien, puis après qu'il faut les mettre. Vous ne pouvez pas dire que les vaccins protègent contre la contamination, la transmission, alors qu'en fait tout le monde sait que non. Enfin, ça n'est pas possible. Et je termine en disant que j'ai lu avec une grande attention le livre de vos confrères d'Ave et l'Homme qui s'appelle « Les juges et l'assassin » sur la gestion sanitaire de la crise Covid par les pouvoirs publics. C'est le livre qui est assassin pour les pouvoirs publics et pour le gouvernement. Avec, il faut lui rendre cette justice, quoiqu'elle ait été très largement critiquée, des alertes répétitives et constantes lancées par Madame le ministre Agnès Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, en disant « Attention, il y a quelque chose de grave qui est en train de se préparer et qui n'a été écouté par personne. » Donc en fait, on ne savait pas et on a été désemparés, admettons. Quand on regarde la chronologie qui est dressée en particulier par ces deux journalistes dans ce livre, on se rend compte qu'en fait, les pouvoirs publics ont été alertés, qu'ils ont ignoré cette alerte, et qu'en réalité, ils ont été absolument inactifs jusqu'à ce que les choses leur pètent à la figure. OMS, l'overdose pour que la France s'en sorte. Faut-il en sortir? C'est votre ouvrage, Jean-Frédéric Poisson. On rappelle d'ailleurs à nos téléspectateurs que les États-Unis et l'Argentine sont sortis déjà de l'OMS. Merci à vous, monsieur. Merci beaucoup.